Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Jeudi dernier, le Conseil d'État a validé l'interdiction du port de l'abaya à l'école après avoir été saisi en urgence par l'association Action Droit des Musulmans. Cette décision s'inscrit dans une longue liste de litiges que l'institution a tranchés cette année, comme la dissolution des soulèvements de la terre, l'utilisation de drones par les autorités dans le cadre du maintien de l'ordre. Une rentrée mouvementée alors que la haute juridiction présentait ce même jeudi devant le gouvernement un autre dossier sensible, cette fois sur l'état peu rassurant des services publics en France. Bonjour Didier Tabuteau. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes le vice-président du Conseil d'État. Alors il faut tout d'abord nous dire pourquoi le Conseil d'État est présidé par un vice-président. C'est une tradition, c'est le fruit de l'histoire. Le code de justice administrative précise que c'est bien le vice-président qui préside le Conseil d'État. Mais historiquement, l'Assemblée générale du Conseil d'État, qui examine les projets de loi, certains projets de décret, donc les textes importants, a pu être présidé autrefois par l'empereur ou le garde des Sceaux. Et donc c'est le Premier ministre aujourd'hui qui a cette responsabilité qui ne se produit que très rarement, une fois tous les 3-4 ans, lorsqu'il installe le nouveau vice-président. Mais ça reste là. Et le fonctionnement de l'institution, pour être très précis, c'est bien un fonctionnement d'une institution qui est une juridiction suprême de l'ordre administratif, donc, et qui est présidée par le vice-président. Et le titre donc est resté. Oui, c'est une juridiction suprême, c'est l'une des institutions les plus importantes de la République, peut-être d'ailleurs l'une des plus méconnues. Si vous deviez justement expliquer le rôle du Conseil d'État, Didier Tabuteau. Alors, le rôle du Conseil d'État, il y a 2 missions constitutionnelles, qui sont des missions éminentes, évidemment, qui sont le cœur de notre activité, et puis 2 missions qui viennent compléter ce travail, puisque la particularité de l'institution, c'est vraiment d'avoir une approche à 360 degrés sur les politiques publiques. Et c'est très important, et on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Alors, les 2 missions constitutionnelles. La première, c'est évidemment celle que j'évoquais très rapidement en disant c'est le juge suprême, c'est l'équivalent pour l'ordre administratif de la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire. C'est-à-dire que c'est quand on a un conflit avec l'administration, un permis de construire, un refus de manifestation, etc. On va devant le tribunal administratif le plus souvent, en appel devant une cour administrative d'appel, et puis on peut venir en cassation dans le Conseil d'État. Mais pour les décisions de l'État les plus importantes, c'est le Conseil d'État qui est saisi directement. Et donc on peut avoir des recours, comme on dit, en premier et dernier ressort. D'où la question, par exemple, de l'abaya qui a été portée devant votre juridiction. Donc ça, c'est la mission de juge, qui est la mission fondamentale. C'est les 3/4 de l'activité du Conseil d'État. La deuxième mission constitutionnelle, c'est le fait d'aider le gouvernement de façon totalement indépendante, j'y insiste, dans l'élaboration de ces réformes, c'est-à-dire dans des projets de loi ou des projets d'ordonnance, il y en a beaucoup, ou des projets de décret, et c'est presque 1000 textes par an, et dans lequel nous travaillons avec pour essayer d'avoir la meilleure formule possible dans le texte qui est proposé. Ça, c'est les 2 missions constitutionnelles. Elles sont évidemment au cœur de l'institution. Et puis, il y a 2 autres missions. L'une que j'évoque rapidement, mais qui est très très importante, c'est la gestion de la juridiction administrative, des 42 tribunaux administratifs, des 9 cours administratives d'appel, de la Cour nationale du droit d'asile, donc gestion de l'organisation, du bon fonctionnement. Et puis l'autre, c'est celle à laquelle vous faites référence quand vous parlez de notre étude annuelle que l'on a présentée la semaine dernière, c'est une mission de prospective sur le fonctionnement de l'État, des pouvoirs publics. Donc on fait des propositions, on analyse certaines politiques, et c'est dans ce cadre qu'on a fait cette étude. Didier Tabuteau, justement, la question de l'indépendance, parce qu'on voit bien que les dossiers que vous traitez sont des dossiers éminemment politiques. L'abaya, elle a été au cœur du débat politique français, elle l'est toujours d'ailleurs. La décision donc du gouvernement de dissoudre l'association Le Soulèvement de la Terre, qui a été retoquée, je le dis avec mes mots, par votre institution. 2 cas assez exemplaires d'une décision que vous avez prise, qui est, je dis vous collectivement, qui est assez emblématique de la manière dont le Conseil d'État pèse
sur la politique du pays. Alors, comment garantir l'indépendance? Vous êtes nommé, est-ce que le gouvernement peut décider, par exemple, de révoquer votre mandat? Comment les choses se passent-elles? Absolument pas. On est dans une situation de garantie totale d'indépendance. Notre avancement est à l'ancienneté. Une fois qu'on est nommé, on ne peut plus nous demander quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un statut qui est indispensable pour protéger notre indépendance dans les fonctions juridictionnelles. Je dirais que ça va de soi. C'est la base. Le juge est par construction indépendant et notre statut nous protège. On doit garantir l'impartialité parce que c'est quand même le juge qui va, quelle que soit la juridiction, qui va dire le droit. Et quand même, c'est une fonction absolument majeure dans une démocratie et dans un état de droit. Mais il y a également l'indépendance. Quand on donne un avis au gouvernement ou quand on rédige une étude, on le fait avec la même indépendance. C'est-à-dire que ce sont les membres du Conseil d'État qui réfléchissent collectivement, parce que tout ce que nous faisons est collectif, collégial. Nous, on parle de collégialité parce qu'elle est vraiment très très forte dans l'institution. Et c'est cette collégialité qui est également une garantie de l'indépendance. C'est pas quelqu'un qui a une position ou une autre. Mais il y a quand même le surmoi du pays, si j'ose dire. Lorsque vous prenez une décision, par exemple, sur l'abaya ou lorsque vous considérez que le soulèvement de la Terre ne peut pas être dissous, il y a une sorte d'atmosphère qu'on ressent, il y a parfois des sondages, bref, vous avez un certain nombre d'idées sur la manière dont la population française pense. Comment cela se fait-il que cela ne pèse pas sur vous? Alors, il y a plusieurs choses. L'indépendance, si on veut revenir à cette notion qui est à la fois fondamentale et délicate, c'est l'indépendance évidemment par rapport au pouvoir public, par rapport au lobby, ça va de soi. C'est l'indépendance également par rapport aux effets de mode ou à la pression publique, sociale qui peut s'exercer. C'est également l'indépendance par rapport à ses propres convictions. Nous devons nous détacher de nos... On a tous une perception, mais on doit s'en détacher pour faire notre travail de la façon la plus impartiale possible. Alors, quel est le fil conducteur? Le fil conducteur, il est très simple. C'est la loi. C'est l'application de la règle. Nous, notre métier, c'est pas d'émettre une opinion, c'est de dire comment le droit doit s'appliquer, c'est-à-dire quelle est l'interprétation de la loi au vu de ce qu'a voulu, soit le Parlement si c'est la loi, soit le gouvernement si c'est un décret. Et c'est ça qui est le fil conducteur majeur et que collégialement on essaie de déterminer. Ça c'est très clair, mais aussi bien on peut dire que la loi est effectivement claire et univoque, disons, pour faire vite, Didier Tabuteau, mais ce que l'on remarque, c'est que par exemple l'abaya ne l'est pas, et donc la question qu'on se pose, c'est finalement comment statuer sur un vêtement dont on peut dire qu'il est religieux ou pas, politique ou pas, qu'il relève de la mode ou pas, bref. Comment avez-vous fait? Comment le Conseil d'État a-t-il fait pour statuer sur l'abaya? Alors, je ne participais pas à la formation de jugement, ce sont les juges qui ont décidé, qui étaient réunis, ce qui est bien normal. Non, la logique de notre fonctionnement, c'est que les parties qui viennent devant le juge, que ce soit pour demander l'annulation d'une décision ou pour au contraire la défendre, apportent tous les éléments qu'ils veulent mettre dans la balance. Et c'est le juge qui apprécie au vu des éléments des parties quelle est la décision à prendre. Et évidemment, il faut à un moment interpréter la loi. Et là, pour l'interpréter, on regarde ce qu'a voulu faire, parce que souvent c'est très explicite, le Parlement qui a voté la loi ou le gouvernement qui a pris le décret. Et ensuite, on a une appréciation qui est celle du juge, parce que le juge doit trancher, par exemple, là, dans ce qui concerne l'abaya, la question de la logique d'affirmation religieuse, qui était l'enjeu du débat. Le juge a tranché dans le sens que vous donnez. Et voilà, c'est une appréciation qui se fait au vu de ce qui est présenté devant lui. Mais alors, justement, sur quelle base prendre une telle décision, sachant que, comme vous l'avez dit, pour le juge, ce vêtement s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse, ce que nie, à tort, à raison, chacun tranchera. Mais vous avez dû trancher, justement, Didier Tabuteau. Est-ce que ni certaines personnes qui portent l'abaya, le camis, alors comment faire? C'est ce que les juges ont apprécié. Je ne peux pas aller plus loin, je ne commande pas la décision de justice. Elle a été rendue, elle exprime ce que vous avez dit, c'est ce que les juges ont décidé en termes d'interprétation du texte au vu des éléments qui étaient apportés. Mais alors, là aussi, parce que je sais bien que vous ne voudrez pas commenter la décision. En revanche, j'ai bon espoir de vous faire commenter la méthode. Votre institution avait été saisie par le collectif des hijabeuses
disons, dans une question qui est voisine, puisqu'il s'agit là aussi de savoir si un vêtement a une signification religieuse et peut être porté dans un contexte. Vous faites la grimace, les termes que j'emploie. Simplement, là, l'enjeu, c'était un petit peu, est-ce que le règlement de la fédération était protecteur de l'ordre public, permettait de garantir que les manifestations, les matchs passent dans de bonnes conditions, et c'est ce qu'a apprécié le Conseil. Voilà, parce que, en fait, dans ces décisions, s'il y a un point commun entre ces différentes décisions, c'est que vous heurtez à un texte qui est, disons, clair, et la subjectivité des acteurs qui revendiquent, parce qu'ils y croient ou parce qu'ils ont une stratégie, disons, qui dénie par exemple la signification religieuse d'un vêtement. Bref, vous devez trancher entre un discours et une règle. Oui, mais n'oubliez pas, vous parlez de la méthode, que le juge prend en compte les éléments qui sont apportés, donc les éléments de fait, voilà comment ça se passe, voilà comment c'est repris, voilà comment c'est interprété, voilà les différentes thèses en présence. Et c'est au vu de l'ensemble de ces éléments qui sont portés à sa connaissance qu'il peut trancher. Ça, c'est vraiment il faut bien comprendre que ce travail, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau du juge. C'est ce qui vient de la société à travers les partis qui présentent les arguments devant lui. Mais lorsqu'il y a une telle pression sociale, de part et d'autre d'ailleurs, comment fait-on pour s'en abstraire? Comment fait-on pour considérer par exemple la question du trouble à l'ordre public? Parce que même pour une question comme les abayas, avant que la loi ne soit prise, il y avait beaucoup de commentateurs qui expliquaient que si cette décision était prise, elle allait provoquer un certain nombre de réactions importantes en France, Didier Tabuteau. Après, il y a une décision qui est prise. Le juge est amené à apprécier la façon dont les éléments, au moment où il statue, pas un an avant, et évidemment pas un an après, sont suffisamment convaincants pour qu'il puisse prendre cette décision. C'est difficile de s'abstraire du pays, de s'abstraire de ce que l'on entend. Mais je crois qu'on ne s'abstrait pas du pays. Enfin, c'est là où je ne vous suis pas. Les arguments qui sont présentés devant le juge sont des arguments qui sont l'expression des différentes sensibilités, des différentes opinions, des différentes visions des choses. Et le juge, simplement parce que c'est son métier, doit trancher. La première chose qu'on apprend quand on rentre au Conseil d'État, c'est qu'on ne peut pas s'abstenir dans un délibéré. On doit se prononcer. Parce que le juge, sa mission, c'est de rendre une décision. Et cette décision, pourquoi est-elle fondamentale? Parce que quand il y a un doute, quand il y a un conflit entre des parties dans une société, il faut que la règle de droit s'applique. La règle de droit, c'est pas une contrainte. C'est elle qui détermine la protection des libertés et c'est elle qui garantit la paix entre les personnes ou entre les... Et donc, se prononcer, décider, même quand vous le dites, les éléments sont pas simples, on prend l'ensemble, on prend la distance, mais on n'est pas du tout en retrait de la société. Au contraire, on est en prise directe avec la société. On la connaît du mieux possible et on essaie de la connaître du mieux possible. C'est ça le rôle du juge. Didier Tabuteau, vous êtes vice-président du Conseil d'État. Dans une vingtaine de minutes, on se retrouvera pour évoquer les propositions que vous avez faites pour ce que vous appelez le dernier kilomètre de l'action publique, donc dans un autre rôle du Conseil d'État, voir l'efficacité des politiques publiques. 7h55 sur France Culture et nous retrouvons nos grandes voix avec aujourd'hui l'économiste Esther Duflo. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Elle est prix Nobel d'économie et vous l'entendez chaque lundi dans les matins. Bonjour Esther Duflo. Aujourd'hui, vous vouliez nous proposer une nouvelle perspective sur l'inflation. Bonjour Guillaume Erner. Effectivement, on entend beaucoup parler d'inflation en ce moment, mais si on parle beaucoup de prix, le dernier chiffre est que les prix ont augmenté de 4,8% en août sur une base annuelle, on parle un peu moins de salaire. Or, les salaires montent également, même s'ils montent un peu moins que les prix. Donc le pouvoir d'achat baisse, mais par moins que l'inflation. Entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, les salaires réels, c'est-à-dire les salaires corrigés par l'inflation, ont baissé de 1,8% en moyenne. Et du fait de l'indexation du SMIC sur l'inflation, les salaires les plus bas ont plutôt mieux résisté. Sans vouloir minimiser cette baisse du pouvoir d'achat en France, elle est donc moins catastrophique que la représentation qu'en font certains médias. Pourtant, d'après les enquêtes de consommateurs de l'INSEE, près de la moitié des Français ont changé leurs habitudes de consommation alimentaire pour s'adapter à l'inflation. Soit en consommant moins, soit en diversifiant les magasins où ils font leurs courses, soit en achetant des produits différents. Les Français prennent donc l'inflation très au sérieux,
peut-être même trop au sérieux pour beaucoup d'entre eux. D'où vient ce décalage, Esther Duflo, entre la perception d'une chute importante du niveau de vie et la réalité qui, si je vous suis, est plus modérée? Nos perceptions sont sans doute biaisées par le fait que les prix alimentaires, qui sont particulièrement visibles par tous ceux qui font leurs courses, ont augmenté plus que l'indice total d'inflation. L'INSEE prévoit une inflation moyenne de 11% pour 2023 pour les prix alimentaires. Elles le sont aussi par le fait que les hausses de salaire sont moins apparentes que les hausses des prix. Et finalement, bien sûr, il y a tous ceux dont les revenus sont fixes ou mal indexés sur l'inflation, ou ceux qui n'ont pas de revenus du tout, comme les étudiants sans bourse par exemple. Pour ces personnes-là, l'inflation peut avoir un effet beaucoup plus grave. Bien sûr, tout ceci est encore vu de la perspective d'une Française ou d'un Français. Oui, nous débattons surtout des effets de l'inflation sur la population française ou au mieux européenne. Et c'est bien naturel. Mais il est bon de se rappeler que la lutte contre l'inflation dans les pays riches a des effets pervers très sévères dans les pays pauvres. Et ceci est parce que l'outil dont se servent la Banque centrale européenne et son homologue aux États-Unis, la Fed, pour lutter contre l'inflation, est la hausse des taux d'intérêt. En augmentant les taux d'intérêt, elles visent à réduire l'activité économique dans leur zone pour faire baisser la demande et donc les prix. Mais si elles essaient de trouver un point d'équilibre entre inflation et chômage dans leur pays, elles ne prennent absolument pas en compte l'effet de ces hausses des taux d'intérêt sur le reste du monde. Or, quand les taux d'intérêt et le cours du dollar augmentent, cela devient de plus en plus cher pour les pays pauvres de rembourser leurs dettes. Le résultat est qu'aujourd'hui, 39 pays à bas revenus, soit 60% des pays pauvres, sont soit dans une situation où ils ne peuvent plus rembourser, soit très proches de cette situation. Or, les crises d'endettement ont des effets dramatiques sur les populations que les gouvernements ne peuvent plus aider et conduisent parfois aussi à des crises politiques comme celle qu'a connue le Sri Lanka. Et même quand les pays peuvent encore rembourser, le service de la dette pèse énormément sur leur budget, ce qui les force à couper radicalement leur budget pour la santé, l'éducation, les dépenses sociales, etc. En 2010, en moyenne, les pays africains dépensaient 70% de plus pour la santé de leur population que pour rembourser la dette, et aujourd'hui c'est le contraire. Ils dépensent 30% de plus pour rembourser leur dette que pour la santé. Ces coupes pourraient remettre en cause les progrès considérables que ces pays ont réalisés dans la lutte contre la pauvreté depuis 30 ans, et ce n'est pas de leur faute. Ne l'oublions pas à l'heure des négociations. Esther Duflo, prix Nobel d'économie, nous vous retrouvons tous les lundis dans les matins de France Culture. Dans quelques instants, nous retrouverons notre invité Didier Tabuteau. Il est vice-président du Conseil d'État, une institution excessivement importante pour notre démocratie. Il s'exprime peu et il reviendra sur les propositions formulées par le Conseil d'État sur ce qu'il appelle le dernier kilomètre de l'action publique, avec des choses très concrètes sur la manière dont une piscine peut être ouverte, sur la manière dont on doit rédiger un contrat de cession d'un véhicule. Nous verrons tout cela avec lui. En attendant, il est 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21, nous sommes avec vous, Didier Tabuteau. Vous êtes vice-président du Conseil d'État, lequel a publié une étude consacrée aux 12 propositions pour réussir le dernier kilomètre de l'action publique. Mais auparavant, expliquez-nous pourquoi le Conseil d'État s'intéresse à l'action publique. Je dirais que l'action publique, c'est le cœur de la mission du Conseil d'État. Que ce soit dans nos fonctions de juge qu'on évoquait précédemment, que ce soit dans les fonctions d'accompagnement des projets de loi ou des projets de décret, notre rôle, c'est d'essayer d'apprécier, bien sûr, si c'est conforme à la Constitution, si c'est légal, mais également si c'est efficace, si c'est efficient, si l'action publique atteindra ses destinataires. Alors ça, on le fait au quotidien quand on examine un texte. Ce qu'on a voulu faire à travers l'étude, c'est faire une espèce de revue, d'inventorier à 360 degrés les politiques publiques, sans les examiner toutes, parce que c'était mission impossible, mais en regardant ce qui marchait et ce qui ne marchait pas concrètement. Alors ça veut dire quoi, le dernier kilomètre de l'action publique ? Alors, le dernier kilomètre, c'est un clin d'œil à la logistique. C'est une image qui a été souvent reprise au cours des dernières années. Et d'ailleurs, elle a été reprise parce que pendant la crise sanitaire que nous avons connue, l'épidémie de Covid-19, la question de l'efficacité, de l'arrivée dans chacun des lieux où le service public est délivré, dans chacune des actions, était évidemment encore plus cruciale que ce n'est le cas d'habitude. Et donc l'idée de ce dernier kilomètre, est-ce qu'on livre le colis pour la logistique, c'est ça, est-ce qu'on livre le colis au bon moment, à la bonne personne, à la bonne adresse ? Eh bien, ce qu'on a voulu voir, c'est si quand on décide une action publique, une politique publique, est-ce qu'on atteint
au bon moment, les bonnes personnes et de façon satisfaisante. Mais alors, ça va donc jusque dans des détails qui sont assez précis, puisqu'on a évoqué tout à l'heure les grands principes de la République, mais là, dans ce rapport, dans vos propositions, Didier Tabuteau, on trouve des exemples qui sont des exemples extrêmement concrets. J'en prends un, celui du formulaire de cession de véhicules entre particuliers, puisque ce formulaire, il est valide sur 15 jours. Il faut donc, lorsqu'on cède son véhicule, enregistrer cela dans ce laps de temps, mais dans l'intervalle, il peut y avoir des amendes, et ces amendes, eh bien, semble-t-il, comme on ne sait pas trop à qui les imputer, puisque c'est dans la période intercalaire, elles donnent lieu à de nombreux contentieux. Alors c'est ça votre rôle aussi, savoir par exemple comment, lorsqu'un véhicule est cédé entre deux particuliers, on peut faire en sorte que les amendes soient attribuées à leur hauteur. Oui, le rôle de l'action publique, c'est de répondre aux besoins de la vie en société. C'est de l'organiser. La règle, elle est là pour ça. Quand on définit... Alors, si on fait une réglementation qui est tellement compliquée ou qui est tellement distante des réalités concrètes que vivent chacun, eh bien, dans ce cas-là, on n'atteint pas l'objectif. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que, dans toute la mesure du possible, et compte tenu des choix qui sont faits par les pouvoirs publics, et sur lesquels nous n'avons pas, évidemment, à nous prononcer, des choix qui résultent d'autorités qui ont des fonctions législatives ou qui ont des fonctions gouvernementales à l'issue d'un processus démocratique fondé sur des élections. Donc ça, les choix, nous, c'est pas notre sujet. En revanche, voir si quand on a fait un choix, quand on veut atteindre telle personne, quand on veut apporter tel service, est-ce qu'effectivement on l'atteint et est-ce qu'on l'atteint bien et dans de bonnes conditions? Ça, c'est notre mission parce que le Conseil d'État, fondamentalement, est au service des citoyens. D'ailleurs, nos décisions de justice, elles sont au nom du peuple français. Donc se prononcer sur la réalité de la vie quotidienne à travers les différentes politiques publiques qu'on a pu examiner, c'est notre rôle. Et on s'est même attaché à le faire de façon très concrète, en allant sur place, en allant sur le terrain, en testant les formulaires, en testant les appels téléphoniques, par exemple pour obtenir des titres d'identité, etc. C'est-à-dire être dans le véritable dernier kilomètre, le dernier mètre de l'action publique. Oui, on peut même parler, alors dernier kilomètre, je ne sais pas, mais là aussi, chose étonnante, on découvre dans ce rapport que vous êtes penché sur la question de la nouvelle piscine de Béthune, Bruay-Artois, tout simplement parce que l'idée, c'est de la localiser dans un lieu où elle serait à équidistance de la plupart des habitants donc, qui sont censés aller dans cette piscine. Bon, c'est une idée frappée au coin du bon sens, mais là aussi, en quoi le Conseil d'État peut-il s'intéresser à la localisation d'une piscine? Parce que c'est notre réflexion. C'est de regarder à travers de nombreux exemples, et il y a 26 encadrés qui essaient de prendre des exemples, avec des exemples qui fonctionnent bien et des exemples qui fonctionnent mal. On n'a pas cherché ce qui ne fonctionnait mal. On a regardé comment ça fonctionnait en général. Et pourquoi le faire? Parce que nous, notre rôle, c'est d'essayer d'aider à ce que l'action publique soit meilleure. Et donc, on a essayé de voir dans chacun des exemples, y compris dans la localisation d'une piscine, comment fonctionner. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on prend en compte, si on prend le temps d'écouter les gens, les acteurs de terrain, les associations, les collectivités territoriales, les syndicats, quand on se pose la question de savoir comment organiser une action publique, on s'aperçoit que ça marche beaucoup mieux. Et que par ailleurs, il y a plein d'initiatives dans notre société qui peuvent être reprises, qui peuvent être accompagnées, qui peuvent être développées par les pouvoirs publics. C'est ça la méthode que l'on veut essayer de faire prévaloir. Jean Lémarie. Guillaume, il faisait référence à l'instant, la disparition, le départ, parfois l'affaissement des services publics, c'est devenu un sujet politique majeur, vraiment majeur. Je citais tout à l'heure Marine Le Pen qui en fait un thème très important pour le Rassemblement national, mais c'est vrai ailleurs également. Faites-vous globalement, dans le dernier kilomètre, pour reprendre ce terme logistique, un constat aussi sombre aujourd'hui? Alors, moi je me place sur un terrain exclusivement administratif. Je regarde. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit des actions publiques qui réussissent, des actions publiques qui n'atteignent pas leurs objectifs. Et ce n'est pas un constat global. On ne donne pas un label général. Quand vous prenez une réforme, beaucoup de gens connaissent, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu, c'est intéressant. C'est une réforme extraordinairement complexe, qui touche beaucoup de monde, qui suppose de prendre en compte un très grand nombre de situations. Qu'est-ce qui a été fait? Ça a été organisé, ça a pris plusieurs années, on a écouté, on a testé, et il y a même eu à la fin une décision de reporter d'1 an la mise en œuvre parce qu'il y avait quelques ajustements à faire. Le résultat,
c'est que c'est une réforme qui a marché. C'est réussi, ça, pour vous ? Qui a simplifié la vie de beaucoup de gens. Il reste sans doute des situations moins faciles, mais enfin, dans l'ensemble, ça a marché. Si vous prenez en revanche la numérisation d'un certain nombre de démarches, on s'aperçoit que là, l'administration a développé la numérisation, et c'est une bonne chose. Le fameux site ANTS. Oui, il y en a d'autres, mais a développé ces procédures qui sont très commodes pour une immense majorité de la population, qui permet de ne pas faire 2 heures qui pour d'autres demandent une guichet. dizaine d'années de formation pour pouvoir être J'y viens. donné. Mais pour beaucoup de gens, ça permet de faire la démarche à 10 heures du soir chez soi, devant son ordinateur, si on maîtrise à peu près correctement l'outil, etc. Non, mais en pratique, on le voit. Et puis, il y a une part de la population qui est en situation, comme le dit la défenseur des droits, d'électronisme, en tout cas qui a du mal à accéder à ces outils, ou qui n'a pas les moyens d'y accéder parce que les conditions de vie font qu'on n'a pas cet accès. Et dans ce cas-là, ou qui est trop âgé, ou qui a des situations, enfin, on connaît ces situations, et dans ce cas-là, il faut absolument, et c'est ça l'enjeu de nos propositions, c'est que dans tous ces cas, il y ait une porte humaine, qu'il y ait un moment où on puisse s'adresser à quelqu'un quand on n'est pas dans le flux de ceux qui savent faire. Alors, pour ces personnes qui souhaiteraient voir un humain répondre à leurs questions donc dans le domaine des services publics, il y a eu la création des maisons France Service. Il y a environ 2500 espaces France Service. Quelques mots sur le rôle de ces espaces France Service. À quoi sont-ils censés servir et quel regard portez-vous sur leur efficacité ? Alors, ce sont des espaces qui doivent permettre justement d'accéder à des personnes qui aident, qui accompagnent pour les différentes démarches que l'on peut avoir dans la vie civile ou dans la vie administrative. Ce qu'on constate, c'est que, y compris par des déplacements et surtout par l'écoute de ceux qui en sont les bénéficiaires, on constate que ça marche. Qu'il y a donc c'est situé principalement dans des communes rurales, notamment. Et qui permet d'avoir quand même un lieu où il y a quelqu'un avec qui parler, il y a quelqu'un qui peut aider quand il y a une démarche à faire par voie numérique, qui peut aider à le faire, etc. Donc ça fait partie des initiatives qui ont été relancées et qui sont maintenant bien ancrées et qui fonctionnent bien. Et je vous disais, on a d'autres exemples dans lesquels on constate que c'est beaucoup plus difficile. Par exemple ? Dans les exemples, le chèque énergie, qui est intéressant, c'est une aide au pouvoir d'achat, c'est quelque chose de très concret, très direct. On s'aperçoit que dans un cas sur 5, ça n'a pas été utilisé parce que ça n'a pas été compris, c'était éventuellement un petit peu complexe d'application, donc ça a été un peu difficile. Mais je peux prendre un autre exemple, qui est intéressant parce qu'il y a une actualité internationale. Les tarifs des trains régionaux. Variables d'une région à l'autre, avec des cartes d'avantages qui ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre, une complexité pour la personne qui circule en France. Les Allemands viennent de mettre un ticket en dehors des lignes TGV unique sur le territoire. Ce type de simplification est fondamental. Et là, on voit qu'il y a Emmanuel Macron a esquissé... C'est une question qui est débattue aujourd'hui, mais on s'y est intéressé parce que c'est une vraie complexité administrative. Or, l'un des enseignements majeurs, si vous me permettez de le dire, c'est que nous sommes convaincus que le métier de l'administration, c'est de transformer la complexité de la société, ce qui est inévitable. Il y a plein de situations, les gens n'ont pas les mêmes parcours de travail, pas les mêmes parcours de vie, etc. Donc c'est normal dans une société moderne d'avoir ces éléments. Et le métier de l'administration, c'est de transformer cette complexité en choses simples, de gommer la complexité. Le travail interne, c'est à faire. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple de la retenue à la source. Mais alors, si on reprend l'exemple des trains express régionaux, eh bien, la proposition d'Emmanuel Macron, elle a été accueillie fraîchement par les présidents de région, parce que la question n'est pas tant, et on le sait bien, Didier Tabuteau, une question donc de simplification administrative. C'est une question de budget et d'argent, tout simplement parce que ce sont les régions qui contribuent aux trains express régionaux, et ils voient mal comment on peut avoir affaire à une décision nationale s'agissant de budgets régionaux. Comment le Conseil d'État voit-il les choses ? Non mais, nous on dit simplement, il y a un problème. On regarde où les réformes apportent des simplifications et des choses qui sont efficaces, efficientes, et puis les domaines dans lesquels il y a un problème. On ne dit pas, il faut faire comme ça. Ça, c'est pas notre rôle et notre mission. Nous, on n'a pas cette légitimité. Simplement, on dit, attention, là, il y a une difficulté, il faut la résoudre. Et toutes les voies pour la résoudre, elles appartiennent au pouvoir public, aux collectivités territoriales, à l'État. Là, on ne se prononce pas. Et encore une fois, dans toutes les politiques qu'on a examinées, à aucun moment, on a dit ça, il fallait le faire ou ça, il ne fallait pas le faire. On a dit ça marche ou ça marche pas.
Et là aussi, lorsqu'on voit donc les différentes tentatives de simplifier le langage de l'État, parce que ça fait partie donc des reproches récurrents. Bien souvent, les choses ne sont pas comprises par l'usager, Didier Tabuteau. C'est même devenu une sorte d'ancienne de tarte à la crème. On l'entend souvent, la simplification, et cette simplification, elle ne vient pas. Alors, dans le vocabulaire ou l'expression, nous avons aussi à balayer devant notre porte. On a à travailler à la simplification de l'expression des textes et je dirais qu'on fait tout ce que l'on peut, on le fait souvent. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive toujours, le Conseil d'État dans son rôle d'aide au gouvernement. Il faut bien le reconnaître. Mais d'une manière générale, et au-delà de ces textes nationaux, il y a des efforts qui ont une véritable efficacité. Prenez par exemple l'utilisation du facile à lire et à comprendre, le FALC, qui est un langage qui a été imaginé par les associations. C'est l'UNAPI qui a conçu ça il y a quelques années. Bien, on voit l'administration, et je crois que c'est une très bonne chose, qui commence à l'utiliser pour faciliter l'accès à certains services, à certaines prestations. Dans les documents électoraux qu'on envoie aux personnes, il y a aussi des déclarations qui sont en FALC, faciles à lire et à comprendre. Bien, voilà, ce sont les efforts qui permettent d'améliorer l'accès. Mais pour le reste, je vous rejoins, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça veut dire que finalement, dans un monde idéal, il faudrait imaginer une action publique construite, co-construite entre l'administration et les usagers. Ah, je crois que c'est pas dans un monde idéal, c'est dans un monde réel. Je dis un monde idéal parce que c'est ça qui devrait aujourd'hui être visible. Ça n'est pas toujours. Bien souvent, on se dit qui a imaginé ce genre de choses. Permettez une touche d'optimisme. Non, je crois vraiment que l'idée, parce que quand même il y a beaucoup de réflexions qui sont engagées sur le thème dans les administrations, les services, dans les collectivités territoriales, l'idée de partir des usagers, du public, des citoyens, de ceux qui sont confrontés à l'action publique, pour la construire et pour la faire, la rendre la plus efficace possible, c'est quand même une idée qui commence à s'imposer, peut-être pas, mais qui commence à être très présente. Et ce que j'espère très modestement pour notre étude, c'est qu'elle va être de plus en plus présente. Et d'ailleurs, nous allons présenter notre étude devant tous ceux qui le souhaitent, que ce soit dans les administrations, dans les écoles du service public, parce qu'il faut apprendre aux jeunes fonctionnaires comment mettre en œuvre cette méthode. On ira devant le défenseur des droits et ses équipes, on ira devant le Conseil économique, social et environnemental parce que c'est l'instance de représentation des corps intermédiaires. Voilà, on va faire ce travail d'accompagnement. Alors, y compris dans des domaines, par exemple, dans le domaine de la justice, les usagers du service public de la justice considèrent bien souvent que c'est un monde incroyablement compliqué. Qu'est-ce que le Conseil d'État préconise pour que la justice soit un monde peut-être plus familier ou en tout cas moins opaque? Alors, dans l'étude, dans le travail que nous avons fait pendant un an, on a associé, on a interrogé notamment les représentants des conseils, des avocats, qui sont évidemment les utilisateurs directs du service public de la justice, pour connaître ce qui pouvait être amélioré. Et nous allons, par exemple, mais ce n'est qu'un exemple, mettre en place une plateforme pour recueillir les réactions de ceux qui auront rencontré des difficultés dans l'accès à la juridiction administrative. Nous, notre sujet en termes de gestion de service, c'est la juridiction administrative. On va mettre en place cette plateforme pour avoir des retours au-delà des lettres qu'on peut recevoir, etc., pour toujours essayer d'adapter autant que faire se peut, ce qui n'est pas toujours facile en matière juridictionnelle, parce qu'évidemment, l'exactitude et la rigueur du droit imposent, une expression et des procédures souvent assez strictes, mais c'est indispensable pour garantir les droits des justiciables. Mais dans toute la mesure du possible, on essaie de le faire. Et on l'a fait il y a quelques années, quand on a changé la rédaction des décisions des juges administratifs, qui ne sont plus des considérants, comme il y avait auparavant, mais qui sont en style direct. Donc voilà, il y a une adaptation permanente, mais on peut encore aller plus loin. Nous sommes avec vous, Didier Tabuteau, vous êtes vice-président du Conseil d'État. Jean Lémarie veut vous poser une question. Vous vous êtes penché avec des détails sur la manière dont ceux qu'on appelait à une époque les usagers, je ne sais pas si on les appelle toujours les usagers, les citoyens en tout cas, reçoivent... Dans le rapport du Conseil d'État, sont des usagers. Reçoivent les mesures elles-mêmes dans leur vie quotidienne. Encore une fois, c'est extrêmement concret. Vous avez donné quelques exemples. Mais il y a aussi tout l'amont. Il y a tout l'arsenal législatif, réglementaire qui est à l'origine de ce à quoi nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Est-ce que là aussi, il faut faire un grand ménage ? Alors, je reviens sur le terme des usagers et je réponds tout de suite à votre question. Les usagers, pourquoi ? Parce que c'est difficile de trouver un terme. C'est toutes les personnes à qui l'action publique est utile ou doit être utile.
Et donc c'est pour ça qu'on retient ce terme usager qui parfois paraît un petit peu vieillot, un peu dépassé. Administratif pour le coup. Administratif, mais au moins il répond à la demande. C'est-à-dire que c'est pas simplement un utilisateur, ça va au-delà. Alors, sur les politiques publiques au niveau national, je crois que la même démarche s'impose. Quand je prenais l'exemple de la retenue sur l'impôt sur le revenu, c'est exactement ça. C'est une politique nationale au plus haut niveau qui est développée. Et nous, notre rôle dans l'accompagnement du gouvernement ou du Parlement, quand on est saisi d'une proposition de loi, et on souhaite l'être le plus souvent possible, eh bien, c'est dans ce travail itératif que l'on fait avec l'autorité publique qui propose, soit le gouvernement ou le Parlement, d'avoir un échange, non seulement sur les grands principes, parce que c'est notre métier de garantir la constitutionnalité de la loi, la légalité du décret, évidemment, mais également sur, j'allais dire, l'opportunité administrative, la façon dont ce que l'on veut faire, et sur lequel, encore une fois, on ne se prononce pas, va être mise en œuvre. Est-ce que le texte est trop compliqué? Est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce qu'il va tourner? Mais je peux vous assurer que ce dialogue exigeant, on l'a tous les jours lorsqu'on examine un projet de texte. Alors, je ne dis pas pour autant que c'est réussi à chaque fois. On fait ce qu'on peut, on est comme tout le monde, on est pris par des contraintes de temps, on peut ne pas voir parfaitement une question, ça c'est tout à fait clair. Mais en revanche, c'est une préoccupation permanente. Simplifier, réduire les textes, les raccourcir. Donc, ce n'est pas le grand ménage, c'est de faire à chaque fois au quotidien du mieux possible ce qui nous est proposé. Il y a la question donc de la simplification, il y a la question aussi de la dotation, tout simplement parce que ces services publics, ils sont bien souvent considérés comme étant paupérisés. Il y a beaucoup de propositions qui sont formulées sur la justice, sur l'hôpital aussi dans ce rapport, de services qui sont considérés comme ayant aujourd'hui des moyens insuffisants. Et là, que peut le Conseil d'État, Didier Tabuteau? Alors, dans la logique de notre étude, et je n'en sortirai pas, vous le comprendrez bien, la question des moyens, nous la soulignons comme étant fondamentale, et on ose même dire que l'intendance, donc la façon de mettre en œuvre, c'est-à-dire les moyens humains, les personnels qualifiés, les systèmes informatiques, l'interopérabilité des systèmes d'information, c'est fondamental pour la mise en œuvre d'une réforme. Nous, ce que nous disons simplement, c'est quand on fait une réforme, on doit prévoir les moyens dans toutes ces composantes qui sont suffisants. Après, la question de savoir si on fait beaucoup de réformes avec beaucoup de moyens ou moins de réformes avec les moyens, c'est une question d'arbitrage des finances publiques. Ça relève du pouvoir politique, des pouvoirs publics. Et nous, on ne se prononce pas sur ce sujet. Mais alors, vous ne vous prononcez pas sur ce sujet, mais vous considérez quand même qu'il faut des moyens, les moyens nécessaires au fonctionnement de l'action publique. C'est donc que vous sous-entendez que ces moyens nécessaires manquent dans certains lieux, Didier Tabuteau. Que dans certains cas, ils ont été insuffisamment évalués ou dotés. Et donc, ce que l'on dit, c'est que quand on construit une réforme, il faut bien identifier et bien prévoir les moyens qui sont nécessaires à sa réussite. Le pire, c'est quand on annonce ou quand on avance sur une réforme, une proposition, une modification de la vie quotidienne et qu'elle ne vient pas, que ce soit parce qu'elle était mal conçue ou parce que les moyens manquent. Donc on dit simplement, il faut adapter les moyens aux objectifs. Après, la question de savoir quel est le montant de la somme des moyens, combien, ça c'est une question qui ne relève pas du Conseil d'État. Mais alors, quand même, vous y touchez, puisque vous évoquez par exemple, question très concrète, la problématique de l'entretien des ponts et des ouvrages d'art. Et vous dites que 20% de ces ouvrages sont aujourd'hui en mauvais état. C'est à quel point cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Ça veut dire que le Conseil d'État a un regard et un discours sur l'état des moyens insuffisants dont sont dotés certains services publics. Mais nous travaillons à partir des constats qui ont été faits, des expertises. C'est pas nous qui avons fait l'expertise sur le chiffre que vous venez de citer. Et sur les auditions, on a auditionné 250 personnes, on a eu des rencontres avec les inspections générales, etc. Donc c'est au vu de tout cela que l'on se permet de faire cette remarque. Didier Tabuteau, on l'a vu avec vous, avec votre discours, le Conseil d'État a un rôle essentiel pour le maintien de la démocratie. Êtes-vous inquiet, vous qui présidez l'une des institutions les plus importantes de la démocratie française, on voit qu'il y a une tendance à l'étranger de certains gouvernements de malmener les institutions qui sont garantes du droit. Est-ce que vous avez ce type d'inquiétude en France ? Non, l'inquiétude que j'ai, c'est des expressions mettant en cause les juges, y compris des attaques personnelles, y compris des menaces, des intimidations. Nous en avons connu pour des juges administratifs, du tribunal administratif, du Conseil d'État. Et je crois qu'il faut faire très attention à cela.
remettre en cause l'indépendance, comment dire, discuter de l'impartialité des décisions, contester une décision, ne pas être d'accord avec la décision de justice, ça c'est normal. Les voies de droit sont d'ailleurs là pour les contester et tout ça est absolument indispensable, il n'y a pas de doute. En revanche, laisser entendre que ces décisions ont été prises sur autre chose qu'une base d'indépendance des gens qui l'ont pris et que tel ou tel juge a telle ou telle opinion, ça c'est menacer l'état de droit, c'est menacer ce qui fait la garantie des libertés et des droits dans un pays et ça c'est extrêmement grave. Et ce sont des agissements individuels qu'on retrouve disons, sur la place publique, dans les réseaux sociaux. Et là, nous avons effectivement, lors de la séance de rentrée, un petit peu tiré la sonnette d'alarme parce que ça se multiplie et il faut y faire très attention parce que ça, c'est grave. Merci Didier Tabuteau de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil d'État, 8h44. Merci à vous. Mes camarades qui vont s'élancer dans quelques minutes, François Saltiel et Lucille Como, bonjour à tous les deux. Bonjour François, de quoi allez-vous nous parler? Eh bien, d'un homme qui ne respecte ni les règles, ni les conseils d'un État, c'est Elon Musk dont la biographie sort demain. Et il n'est pas au Conseil d'État, Lucille Como. Sans aucun rapport, je vais vous parler d'un documentaire sur le sexisme au cinéma qui m'a beaucoup agacée. Ça sera dans quelques minutes, juste après le point sur l'actualité.